Ensuite, vous aurez un temps de questions-réponses sur sa venue, sur ses objectifs politiques, sur la situation politique locale ici au niveau d'Haïti. Et maintenant, pour celles et ceux qui le souhaiteraient, au niveau des médias, faire des interviews en aparté, on trouvera un moment en extérieur, ou peut-être dans un coin de la salle, pour que vous puissiez avoir vos interviews. Le dernier point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on insiste, c'est sur la question des lives. Il n'y aura pas de live, d'accord? Vous pouvez prendre des images de la conférence, mais ne pas la diffuser en intégralité et en live. Vraiment, je compte sur vous par rapport à cette exigence qu'elle a nôtre. Merci. Et à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ok. Donc, on va pas tarder. À titre d'introduction, je suis Jory Georges Jaina, dans Haïti Politique, attaché de presse. À ma droite, il passe l'introduction, mais quand même, il faut le dire, Kémy Seba. Juste pour quelques mots d'introduction, nous tenons à remercier tout un chacun ici présent. Nous tenons à remercier également ceux et celles qui ont rendu possible cette conférence et la visite. On cite la communauté étudiante d'une façon générale, Patsy Mago, groupe Moral et démarche citoyenne. Kémy Seba est dans le cadre des 10 ans d'urgence panafricaniste. On va vous en parler davantage. Et pour vous dire un peu le format de la conférence, c'est vraiment question-réponse. Donc, Kémy va s'exprimer sur la raison pour la visite. Et ensuite, vous aurez la chance de poser des questions pour mieux comprendre le cadre dans lequel se fait la visite. Okay? Comme Eri a dit tantôt, on va demander à nos confrères et consoeurs journalistes, pas de problème pour filmer 30 photos, mais pour le moment, si on peut respecter qu'on ne veut pas de live total. La raison est plutôt simple. Des fois, quand on le fait de façon civile et grosso modo, une seule chose peut être prise en dehors du contexte pour laquelle elle a été dite, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, sous vos applaudissements, et vous savez très bien l'accueil qu'avoir, donc sous vos applaudissements, Kémy Seba. Merci infiniment, mes chers frères et sœurs, d'être aussi présents pour une simple conférence de presse, aussi nombreux. Certains qui font des conférences n'ont pas autant de gens, alors que là, c'est une simple conférence de presse, c'est pour moi un signe d'amour et de profonde affection. Comme l'a dit le frère Jory, tout le monde a le droit de filmer, mais évidemment, les choses pourront être diffusées après. Simplement, on a l'habitude, dans ce cadre du marronnage au XXIe siècle, de garder dans un premier temps les échanges entre nous et de diffuser après. Le live, parfois, peut faire en sorte que certains éléments peuvent être interprétés différemment de ceux qui le vivent en tant que tel. Si nous sommes ici aujourd'hui, avant toute chose, c'est par amour d'Haïti. Nous avons fait sans doute le voyage le plus long de notre vie, pourtant nous avons visité et voyagé aux 4 coins du monde depuis tant d'années dans le cadre de notre combat panafricaniste. Nous sommes partis d'Éthiopie, nous étions invités à la fois à l'Union africaine, à l'université d'Addis Abeba et ensuite à l'Africadet pour parler du panafricanisme, pour donner notre expertise sur la situation panafricaine au XXIe siècle, pour parler de la situation de notre peuple en Éthiopie, en Afrique et dans le monde noir de manière générale. Nous avons quitté l'Éthiopie et parce que, de par notre combat politique, nous ne sommes pas autorisés à traverser certains pays que Haïti connaît bien,
Nous avons dû faire un détour, faire quasiment le tour du monde et mettre 48 heures, un peu plus de 48 heures pour arriver. Mais Haïti vaut toutes les distances, vaut tout le temps, vaut toute la fatigue et vaut toutes les dépenses pour que l'on puisse prendre la peine de venir vers elle, à ses côtés, à vos côtés. Comme l'a dit le frère Jory, nous venons dans le cadre de la tournée internationale panafricaniste que nous effectuons, dans l'optique des 10 ans de notre ONG internationale Urgence panafricaniste, organisation qui lutte pour la justice sociale, qui lutte contre la malgouvernance, qui lutte contre le néocolonialisme et pour la souveraineté des peuples noirs aux 4 coins du monde. Si nous venons ici, certains vont se dire, mais vous parlez de panafricanisme, mais Haïti est-elle une nation concernée par? Je dirais que non seulement Haïti est concernée, mais Haïti est la matrice du combat que nous menons. S'il n'y avait pas eu la révolution haïtienne, la révolution de la première République noire, il n'y aurait pas de Kémy Séba. Il n'y aurait pas d'urgence panafricaniste. S'il n'y avait pas eu des esclaves rebelles de toute confession, d'ailleurs beaucoup de gens devraient s'en inspirer au moment où certains aiment les divisions puériles, des esclaves rebelles de toute confession spirituelle, de toute confession religieuse, de différentes ethnies, des hommes, des femmes, qui avaient décidé de se réunir et d'effectuer un élément fondateur, un moment fondateur de la nation haïtienne, qui était la cérémonie du bois caïman. S'il n'y avait pas eu ces derniers qui s'étaient réunis, il n'y aurait pas le combat panafricaniste que nous menons. Haïti est la matrice du panafricanisme. Et donc nous retrouver au XXIe siècle, sur les terres haïtiennes, aux côtés du peuple haïtien, qui souffre fondamentalement aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. Et il en revient de notre obsession de tout faire pour contribuer à ce que Haïti puisse se relever. Si nous sommes ici présents, nous sommes ici dans une démarche bicéphale. Nous avons un certain nombre de conférences dans des universités que nous allons donner toujours dans le cadre de la propagation du panafricanisme. Nous allons aussi mener certaines actions sociales, mais nous sommes aussi venus pour rencontrer différents visages, différentes personnes qui font le peuple haïtien. Et nous sommes surtout venus, et je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ce message devra être le message que la presse devra le plus faire circuler, pour rappeler à notre peuple que nous aimons en crever, que l'ennemi d'Haïti, l'ennemi des Haïtiens, est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. L'ennemi du peuple haïtien, des gangs jusqu'au peuple, en réalité, c'est le système colonial qui veut assujettir Haïti. L'ennemi du peuple haïtien, ce sont ceux qui, depuis la défaite du système colonial, de l'ordre global occidental, face à la révolution haïtienne, c'est cet ennemi qui a tout fait pour humilier Haïti, pour engluer Haïti dans la paralysie politique, économique, sociale. Ce sont ces ONG néocoloniales que nous connaissons qui plongent Haïti dans un état de coma profond. Ce sont les lobbies et les réseaux qui inondent d'armes meurtrières la population haïtienne pour que celle-ci s'entretue. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, Haïti ne peut pas être le poumon pour la révolution panafricaniste. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays. Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé, pour que Haïti soit asphyxié. Et tout le monde sait ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle encore, Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas haïtien. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous
et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple. Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on est capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qui est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qui est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux 4 coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, et si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que nous vous aimons en crever. Que le vrai monde panafricaniste vous aime et est à vos côtés. Que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain, veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés.
anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être. En l'occurrence, le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous avons contribué. Haïti peut être ça au niveau mondial. Sera ça au niveau mondial. Et il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première République noire peut retrouver son rôle, peut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Je vous aime, mon propos introductif. Chacun peut poser des questions qui sont. Un tournée intitulée Pan-Africanity. Je veux dire, c'est le panafricanisme, n'est-ce pas? Et il a déjà été en Éthiopie. Vous avez fait Congo, les deux Congos, je crois, n'est-ce pas? Et quand on était au téléphone avec l'équipe de Kémy, l'équipe a dû m'expliquer tout le détour à faire pour arriver en Haïti. Mais pour l'équipe, c'est Haïti, on doit le faire, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre rôle en tant que PDG de Urgence panafricaniste, ce que fait l'ONG et la raison même pour le stop en Haïti. Et ensuite, on va passer aux questions-réponses. D'accord. Merci, mon frère. En ce qui concerne la raison même de notre présence à Haïti, je pense qu'on l'a déjà expliqué durant les 15-20 minutes de ma prise de parole. En ce qui concerne l'urgence panafricaniste est une organisation internationale qui a été créée en 2015 en Afrique francophone et qui s'est fixée dès le départ pour objectif d'avoir une démarche polymorphe, un axe de justice sociale. Nous proposons à certains endroits en Afrique francophone en fonction de nos possibilités. Nous ne sommes pas financés par les ONG globalistes, donc on se débrouille. On propose des programmes de microcrédit pour des mères de familles en état d'extrême précarité, pour qu'elles puissent créer leurs entreprises. Et une fois qu'elles ont réussi à lancer leur entreprise, elles remboursent sans intérêt l'organisation pour que d'autres femmes puissent, et d'autres mères de famille puissent profiter de ces microcrédits. Ça, c'est un des multiples aspects de ce que l'on appelle le programme Aloto, qui signifie, dans notre langue, en fond, l'entraide, la solidarité, le solidarisme communautaire. L'autre axe de notre combat est le combat pour la bonne gouvernance. C'est ce qui nous a valu un certain nombre de persécutions. Parce qu'en Afrique francophone, malheureusement, parfois, les dirigeants africains, lorsqu'ils se voient arriver au pouvoir, finissent par croire qu'ils sont des dieux sur terre. Et finissent par croire que les citoyens qu'ils étaient censés protéger sont leurs esclaves. Ils ne respectent pas les droits des citoyens. Et donc, la bonne gouvernance est une obsession pour notre organisation et nous nous sommes manifestés sur ce terrain-là aussi à de très nombreuses reprises, en étant arrêtés dans certains pays, en étant incarcérés, persécutés, expulsés, surveillés. Mais cela ne nous a jamais empêchés de continuer et de permettre que l'ONG Urgence panafricaniste soit l'une des structures fondamentales de ce combat aujourd'hui. Et le troisième aspect, l'aspect sans doute le plus important dans notre combat politique et sociétal, est le combat contre le néocolonialisme. C'est le combat pour lequel l'urgence panafricaniste est devenue la structure la plus connue sur ce terrain. Néocolonialiste à travers le combat contre le franc CFA que nous avons engagé fin 2016, un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora, et qui a poussé le gouvernement français à effectuer certains changements que l'on pourrait qualifier de cosmétiques. C'est la première fois dans l'histoire qu'il s'est senti obligé d'essayer de faire quelques petites modifications suite à la contestation populaire que nous avons réussi à engendrer à différents endroits du globe, en structurant, en finançant et en fondant le Front anti-CFA, Front anticolonialiste français en Afrique. Nous avons aussi milité pour le départ des bases militaires étrangères, en partant du principe que ce que les Occidentaux n'aiment pas qu'on fasse chez eux, il n'est pas question qu'ils nous l'imposent chez nous. Il en va du domaine de la souveraineté. Et nous avons contribué à préparer, par une dynamique métapolitique, l'atmosphère favorable à ce que, pour que, excusez-moi, différents leaders militaires africains puissent prendre leurs responsabilités et
puisse faire tomber certains dirigeants africains marionnettes qui étaient contrôlés par l'Occident. Donc, la démarche est tripartitionnelle, justice sociale, bonne gouvernance et lutte contre le néocolonialisme. Voilà ce que je peux donner en guise de bilan. Et si nous fêtons aujourd'hui nos 10 ans, on peut se dire que nous avons un certain nombre de victoires à notre actif. Les changements qui ont commencé à s'opérer, qui sont loin d'être finis, il y a encore beaucoup de travail à faire au Sahel, nous sont partiellement imputables, comme à d'autres, et nous le disons avec fierté. Nous avons fait de la prison pour ça, et nul ne pourra nous le retirer. Le travail est encore long, mais c'est un travail qui mérite d'être mené. Ok, merci Kémy. Déjà, on voit les mains, mais oui. Donc, bon, de la façon la plus simple, je vais commencer à ma gauche jusqu'à la droite. Et donc, je vois les mains, je vais prendre. Ma question, quel est d'abord l'agenda de Kémy Séba dans le nord d'Haïti? L'agenda, votre agenda dans le nord. Et la deuxième question, comment Kémy Séba peut reconnaître les morceaux haïtiens pour qu'ils prennent conscience afin qu'ils puissent libérer Haïti, que le pays soit ce qu'il devrait être? Merci mon cher frère. J'essaie de répondre rapidement question par question, sinon je vais les oublier. En vous disant que nous avons un programme dans le Nord qui est constitué, en dehors des actions sociales que nous avons menées, de conférences dans 2 universités si je ne m'abuse. La première donc est à la faculté de droit, c'est ça, hein? Salle de conférence de la faculté de droit le 30 mai 2025 à 15h. D'accord? L'autre conférence, c'est quel jour? Le 2 juin, à quelle heure? À 14h. Vous connaissez mieux vos programmes que moi. Et ce sont des événements importants parce que qui dit université, lorsque celle-ci est dans un état d'esprit d'être décolonisé, il faut le préciser parce que malheureusement toutes les universités dans le monde noir ne le sont pas. Parfois ça peut être des endroits de nettoyage de cerveau, mais là ça va être des endroits, je pense, plus que jamais d'élévation des consciences. Et lors de ces universités, nous allons exposer pourquoi nous pensons que le panafricanisme tel que nous le conceptualisons peut être l'arme suprême politique, idéologique, économique et sociale pour contribuer à la reconstruction d'Haïti. C'est ce que nous pensons profondément et nous sommes convaincus que cela va irriguer les esprits et les cœurs d'un certain nombre de gens. En féru de philosophie, formé en philosophie pendant 4 ans, que je suis, là où certains voient le chaos, j'essaie d'y voir une once de lumière. Et il y a différents types de nihilisme. Il y a le nihilisme négatif et il y a le nihilisme constructif. On décrit à l'extérieur Haïti comme étant une contrée où les gangs se font la guerre. Comme à une certaine époque en Afrique, les tribus se faisaient la guerre, la plus totale pour la conquête du territoire. Mais il arrive toujours un moment dans la fondation d'un système ou d'une civilisation où les contrées qui se font la guerre finissent dans une acception transcendantale par comprendre qu'ils seront plus forts s'ils cessent de se faire la guerre, s'ils font corps avec le peuple et qu'ils font face à leur ennemi commun supérieur, ou du moins en tout cas extérieur. Et je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose qui peut ressembler à une révolution que certains qualifieraient de nihiliste, de chaotique total, mais que nous considérons comme un nihilisme constructif. C'est après ce déclin et le chaos que nous avons vu qu'une once de lumière peut revenir à Haïti. Et je suis convaincu que tout comme des milliers d'années auparavant, des siècles auparavant, des tribus se faisaient la guerre armées, les gangs qui se font la guerre vont finir par comprendre que s'ils font corps avec le peuple contre l'ennemi extérieur, Haïti peut redevenir autre chose. Et c'est pour ça que je ne participe pas, je ne fais pas partie de ceux qui sont en adéquation avec la politique lâche de l'Union africaine, qui malheureusement l'Union africaine agit. On y était il y a quelques jours, hein, je crois que c'était samedi dernier ou vendredi dernier, on était invité à l'Union africaine. Mais sa politique lâche de l'Union africaine est due au fait qu'elle est financée en partie par les États occidentaux. Et donc son agenda est forcément toujours lié par ceux qui la sponsorisent,
Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut souvent être le cas. Et donc, quand elle envoie des forces de police, elle ne comprend pas la sociologie politique haïtienne. Elle ne comprend pas les mécanismes et les fluctuations sociétales haïtiennes. Dire cela ne signifie pas que je fais l'apologie des gangs. Loin de là. Il faut qu'on soit très clair dans la réflexion. Mais je dis que là où certains essayent de cracher dans le puits, nous devons essayer d'y chercher, de trouver de l'eau. Comme le dit le proverbe en fond. Et donc, recoller les morceaux, c'est parler à chacun en lui rappelant son rôle. Rappeler à chacun, à chaque citoyen d'Haïti, qu'il a un devoir historique de contribuer à faire de ce pays la boussole qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Et je crois fondamentalement à Haïti, peut-être même plus que certains Haïtiens croient eux-mêmes, mais c'est parce que je vous connais, pas simplement votre histoire, je vous connais. Nous vous aimons et nous vous rappelons que le combat que nous menons aux 4 coins du monde n'existerait pas sans la présence de ce pays. Voilà ma réponse à vos questions, mon cher frère. C'est moi. Bonsoir, je suis Yves Sancho, je travaille pour LTV comme reporter. Je présente le journal Capitino pour Radio Tropicale. J'en profite pour vous souhaiter bienvenue à la main du peuple noir et celle des défenseurs du panafricanisme à travers le monde. J'aimerais savoir, même par téléphone, est-ce que vous aviez reçu un petit appel de la part du gouvernement pour vous souhaiter bienvenue en Haïti? C'est la première question. D'accord, je vais donner la deuxième peut-être aussi, je réponds question par question. Notre staff est large, et donc je ne peux pas faire ombrage à ceux peut-être parmi notre mouvement qui sont basés ici et qui ont eu des interactions avec des gens des autorités. Mais moi, à titre personnel, je n'ai eu aucun contact avec le gouvernement. J'ai eu des contacts avec beaucoup de gens que j'ai cités tout à l'heure, du peuple. Et je pense que c'est en réalité ça le plus important. Voilà, nous savons très bien qu'au Niger, vous avez été accueilli par le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, et au Burkina Faso par le président de la transition, Ibrahim Traoré. Cependant, selon vous, aucun conseiller présidentiel de la transition n'est présent de vous accueillir et de vous offrir un accueil patriotique mérité. En cause, de quoi aurait-il peur? Du panafricanisme ou de l'impérialisme? Parler des autorités haïtiennes, c'est ça? Oui. Donc la question c'est de quoi aurait-il peur? Du panafricanisme ou de l'impérialisme? Vous savez, je suis venu pour parler du peuple, mon très cher frère. Et je pense que l'urgence consiste à parler du peuple. Depuis tout à l'heure, on parle des dirigeants. Je sais qu'il y a une fréquence de changement chez les dirigeants qui est très grande au sein des autorités haïtiennes. Ce que je peux dire aujourd'hui peut changer demain, peut changer dans 1 an ou dans 2 ans. Donc focalisons-nous sur quelque chose qui ne changera jamais, le peuple. Le peuple haïtien souffre. Ma préoccupation est celle-ci. Je salue tout le monde, du peuple aux autorités, de ceux qui nous aiment, à ceux qui nous combattent. Les ennemis ne sont pas à Haïti. Les ennemis sont à l'extérieur. Et évidemment, ceux qui pensent que le messianisme d'Haïti viendra de l'Occident ne vont pas nous voir avec des belles lunettes. Mais je veux qu'ils sachent que nous les aimons quand même. Et que nous devons faire preuve de résilience avec eux. Ma dernière question. Une dernière question. Une dernière question. Le dernier propos, si on peut passer à la prochaine personne. Juste une dernière. Et la prochaine fois, si vous pouvez faire... Non, une dernière question. Monsieur Seba, qu'est-ce qui vous fait croire que Haïti symbolise idéalement la Mecque du peuple noir? Haïti, il faut bien qu'on précise, quand je parle de Mecque du peuple noir, je parle sur le terrain politique et sur le terrain aussi de la théologie de la libération, dont parlait Don Albert Ferrara. L'élément fondateur d'Haïti a été les cérémonies du bois caïman et a rappelé aux populations noires que quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre ethnie, quel que soit votre sexe, que vous soyez homme, femme, quelle que soit votre démarche spirituelle, vous étiez capable de tous vous réunir, de tous faire serment et prêter serment dans le cadre de la transcendance pour libérer votre peuple.
Le monde noir dans sa globalité aurait besoin de se rappeler cela. À un moment où des Noirs se divisent pour des bêtises, des différences religieuses ou spirituelles, de différences ethniques, de différences géographiques, beaucoup devraient se rappeler de ce qu'a été Haïti pour le monde noir dans sa globalité. Et donc oui, Haïti, historiquement, est pour tout combattant de la liberté, un lieu de pèlerinage et un lieu de recueil. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu de Dessalines. Dessalines, son histoire, son vécu, a irrigué ma pensée et mes espérances lorsque j'étais en fin d'adolescence et que je commençais à me former politiquement. Tout son ouverture, quel que soit ce que les franges les plus radicales puissent penser de lui, a aussi contribué à nourrir ma pensée et ma construction politique de manière globale. Et je pourrais parler de Madame Félicité et de tas d'autres entités qui se sont mobilisées pour que Haïti puisse se relever. Ce sont des gens que j'aime, ce sont des gens dont l'histoire et le parcours illuminent mon vécu et illuminent le vécu de tous les panafricanistes qui fait. Donc c'est une fierté pour nous tous, et je pense que ça devrait être une fierté pour les Haïtiens aussi. Merci. Et puis, Journal Le National. Ma question à M. Séba. Vous menez à travers le monde un combat contre le néocolonialisme. Est-ce que vous pensez que seul vous pouvez réussir ces combats? Si oui, comment? Et puis, deuxième question, tenant compte de l'impact, le sens de votre combat, est-ce que vous n'avez pas peur de subir le même sort que Thomas Sankara? Merci beaucoup. Merci, mon cher frère. Si je peux récapituler la première question. La première, c'était laquelle? Je pense que si on réunit ici notre organisation, l'Urgence panafricaniste, qui est présente dans 15 pays, et qui contribue à réunir des millions de gens aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde, de manière concrète, si notre organisation a autant d'impact, c'est que nous ne sommes pas seuls. Si nous avons contribué à préparer l'atmosphère favorable à des changements de régime en Afrique francophone, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et si nous sommes autant craints par le gouvernement français qui a été jusque me mettre en prison, me retirer la nationalité française alors que je suis né en France, c'est que nous ne sommes pas seuls et qu'ils connaissent notre force, notre influence. Est-ce que nous avons peur des répercussions? J'ai toujours coutume de dire à mes enfants, quand on me demande si je n'ai pas peur de mourir, que nous mourrons tous. La vraie question n'est pas de savoir si nous allons mourir ou pas, parce que la réponse est déjà connue. Si d'autres ont peut-être un moyen d'éviter cela, ils peuvent me le donner en secret, mais je crois qu'on va tous mourir. La vraie question est de savoir qu'est-ce que nous allons faire jusqu'à notre mort. Est-ce que l'on va ramper ou est-ce qu'on va se tenir droit? Est-ce qu'on va faire en sorte de donner de la dignité à notre peuple ou on va faire en sorte que notre peuple ait honte de lui-même? C'est la seule question qui, pour moi, prévaut. Et je pense fondamentalement que l'idéologie de la panafricanité que nous défendons est une idéologie qui nous fait revenir à la racine de nous-mêmes. Elle nous rappelle que nous ne faisons qu'un, nous autres membres de la création, avec l'entité qui nous a créés. Nous sommes un peuple fondamental, le peuple primordial, le peuple boussole de l'humanité, mais beaucoup d'entre nous l'oublient. Nous devons nous rappeler de ces réalités si nous voulons être capables d'avancer. En réalité, n'est pas l'extérieur, mais c'est la peur que nous avons nous-mêmes pour affronter nos adversaires extérieurs. Le jour où nous serons unis face à ces forces exogènes, aucune d'entre elles ne pourra tenir contre nous. Aucune. Et il faut que nous comprenions que Haïti s'inscrit dans une dynamique globale noire de résistance. Vous êtes beaucoup à commenter ce qui se passe, ce que nous faisons avec d'autres en Afrique francophone, au Sahel. Mais vous devez savoir que ce que nous faisons n'est que la résultante de ce que Haïti a fait. Il reste une part importante à effectuer.
ceux qui vous font croire qu'aujourd'hui Haïti n'a plus d'ennemis, et que Haïti est simplement désorganisé, que Haïti est dans une paresse, que Haïti est dans une léthargie, vous devez vous rappeler que ce sont ceux qui veulent vous maintenir dans la paralysie. Haïti doit se rebeller. Haïti doit rappeler aux véritables ennemis du pays qu'elle ne se laissera plus maltraiter, qu'elle ne se laissera plus contrôler. Pour un pays dont on dit qu'il est l'un des pays les plus pauvres du monde, pour un pays dont on dit que c'est l'un des pays les plus assistés du monde, pourquoi toutes les ONG occidentales et pourquoi toutes les institutions internationales font tout pour contrôler Haïti? Si Haïti est si pauvre et ne sert pas à grand-chose, j'aimerais parfois comprendre. Quand vous voyez un territoire qui ne sert à rien, si vous voyez une population que vous pensez être en dehors de l'histoire, vous la laissez dans son délire et vous ne la calculez pas. Mais pourquoi quand je viens à Haïti, je vois toutes les nations occidentales de la Terre, même les territoires les plus microscopiques, qui occupent ce territoire, qui viennent sous couvert de sponsoring via leur ONG pour essayer de coopter certains membres de la... Pourquoi tant de volonté de contrôler les consciences? C'est une question que je me pose. La vérité est que tout le monde en Occident connaît la puissance d'Haïti. Il y a des Haïtiens qui ne réalisent pas leur propre puissance. Mais ça va bientôt changer. Très bien, très bien. Je salue le panel et assurément Kémy Séba, qui était passé en Haïti il y a longtemps de cela, tantôt à Port-au-Prince, à Café Philo, j'étais là, tantôt au Centre Le Pen, au Gonaïve, j'étais là, et aujourd'hui à Cap-Haïtien. Je devrais savoir une chose, une petite chose que Kémy avait exactement annoncé dans la dernière réponse. Comment les changements géopolitiques issus du multilatéralisme peuvent débloquer Haïti des emprises des puissances occidentales, puisque dans la ligne du message sacré de Kémy Séba, nous pouvons exactement constater que Haïti est bloqué par les puissances occidentales. Merci. Merci pour la question. Est-ce que vous pouvez vous expliquer le nom et quelle institution vous êtes? Mon nom, c'est C'est professeur de l'Université d'État d'Haïti, professeur de l'UEH, et exactement, c'est professeur à la faculté de droit du Cap-Haïtien, écrivain, auteur de dialogue avec l'université. D'abord. Je remercie mon cher frère pour la question. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Il a soulevé la question du multilatéralisme. On pourrait même aller un peu plus en profondeur dans l'analyse géopolitique en parlant de multipolarité. Mais je vais, si vous le permettez, me focaliser non pas sur les alliances géopolitiques potentielles ultérieures qu'il pourrait y avoir avec Haïti, mais dans un premier temps sur la question du cercle concentrique, du noyau initial de la du noyau de la résistance haïtienne, en parlant de l'unité horizontale du peuple, pour que l'on puisse être dans une démarche par la suite de bataille verticale. Entre la base, le peuple, et les élites néocoloniales qui asphyxient le peuple. On ne va pas souligner la réalité, le monde est en train de changer. L'ordre mondial est en train de changer. Certaines nations ont décidé de se rebeller contre l'État profond occidental. Mais ne nous trompons pas. Même si certaines nations se rebellent contre l'État profond occidental, l'oligarchie occidentale, disons-nous aussi la vérité, on risque de décevoir, et je le dis, tout le monde sait que nous avons eu des partenariats stratégiques avec beaucoup de pays opposés à l'hégémonie occidentale, mais je vous le dis de but en blanc, de but en noir, aucune nation sur cette terre n'aime les Noirs. Certains s'allient aux Noirs par volonté de faire contrepoids ou de résister ou de bousculer l'hégémonie occidentale, mais ne pensons pas naïvement que les autres nations aiment plus les Noirs que les nations occidentales. Ce n'est pas vrai.
Simplement, nous devons comprendre qu'en politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Et que lorsque nous avons des ennemis, nous devons être capables de voir comment nous pouvons nous organiser pour faire reculer ces ennemis et quelle géopartie géopolitique pourrait permettre d'avoir des alliances puissantes contre l'adversaire commun. Quand la petite île de Cuba, entre guillemets petite, face aux géants des États-Unis, s'allie à un partenaire géopolitique de l'époque qui était l'Union soviétique, je ne suis pas certain que les autorités cubaines étaient maladivement amoureuses de l'Union soviétique. Je n'en suis pas certain du tout, pour bien connaître l'histoire. Mais elles avaient compris parfois que l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que Haïti doit se tourner vers la Russie, comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux, parce que je vous dis clairement que la Russie ne sera jamais le messie du peuple noir dans sa globalité, des Haïtiens en particulier. Mais nous devons d'abord nous organiser entre nous. Très bien. Et lorsque nous serons suffisamment forts, voir quels sont ceux qui peuvent, dans le Sud global, être des partenaires géostratégiques importants pour résister à l'oligarchie de l'Occident. Et nous prendrons des partenaires, même parmi ceux qui peuvent ne pas être des grands amoureux du peuple noir, comme nous ne sommes pas des grands amoureux de ces derniers. Mais nous devons être très lucides pour éviter certains pièges dans lesquels certains des nôtres sont tombés aujourd'hui en Afrique. Parce que certains finissent par croire que la Russie nous aime maladivement. Je connais très bien la Russie, je connais très bien la Turquie et d'autres pays. Chacun défend ses intérêts. Je dois aussi vous dire les choses avec lucidité. Et nous devons, nous aussi, peuple noir, défendre nos intérêts. Il en va de notre responsabilité. Un agent, une femme combattante. Je vous suis et je partage vos opinions. On ne peut pas refaire un monde défunt. Ce système disparaîtra complètement. Ça, je le sais. Maintenant, la question, quel est votre message concret aux femmes haïtiennes qui sévissent dans le pays, aux femmes haïtiennes face à une crise persistante? Quel est votre message concret? Merci. Merci, ma chère sœur. C'est partie des éléments que j'aimerais traiter beaucoup plus en profondeur lors des conférences à l'université. Et j'ai peur que la conférence de presse se transforme en meeting universitaire dès maintenant. Si je dis trop de choses, vous risquez de ne pas être présent dans les universités ou conférences. Mais je vais être le plus synthétique et vous dire simplement que, de manière générique, la femme noire est la matrice de l'humanité. Le monde que nous voyons bouger sort de son ventre. Et donc, si à l'échelle macro, c'est cette réalité, à l'échelle micro, c'est une réalité encore plus persistante. La femme noire haïtienne, la femme haïtienne, doit comprendre quel est le centre de gravité de la contestation à venir. Et les différentes composantes de la nation, les gangs sur ce territoire, doivent comprendre que s'il y a quelque chose de sacré sur notre territoire, ce sont nos sœurs. C'est dans cette démarche-là que nous devons avancer. Le reste, j'en dirai un peu plus lors des prochaines conférences aux universités. Deux autres questions. Donc, oui, on va faire la question et on va demander aux questions, c'est une question politique. J'ai une organisation sociale qu'on appelle PRO, Pouvoir régional des organisations pour la protection de l'environnement mystique politique. Ma question serait, comment l'Afrique en général va nous aider à sortir de cette ornière? Est-ce que c'est par la parole ou du moins c'est par les actes? La deuxième question, comment l'Afrique va nous aider de nous faire revivre la route des esclaves, le tunnel magique de la route des esclaves, c'est-à-dire un campèche, à Koubadavi, Kafou 4, là où se tiendra la cérémonie Bois Boulé, communément appelé Bois Caïma, et que nous savons très
2021, 2022, 2023, c'est mon organisation propre qui a initié 14 août 2021, 2022, 2009. Vous le savez très bien ce qui se passait. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e année. Bonsoir. Je suis Floris Albenson, je ne suis pas journaliste, mais en France de vous, Kémy Seba. Bienvenue chez nous. J'entends souvent vos discours, j'entends Ousmane Sonko. Aujourd'hui, l'Afrique se soulève avec une tendance anti-impérialiste. Maintenant, aujourd'hui, comment vous pouvez rester plus proche des jeunes haïtiens conséquents, avisés, afin qu'un jour, on puisse avoir un Kémy Seba, un Ibrahim Traoré parmi vous? Mon frère d'Afrique, tu es chez toi. Et je sais que les ancêtres méritants, Sanjay est fier de ton travail. En fait, ma question, juste avant, je suis chef de Saint-Hermo, musicien, poète. Voilà. Donc, ma question c'est, est-ce que Urgence panafricaniste ne pense pas à créer des cellules dans les pays de l'Afrique, mais aussi en Haïti, qui est une partie de l'Afrique qui s'exile dans les Caraïbes? Question de continuer à réfléchir et appliquer ce message pour l'éveil de la conscience noire. L'eau qui a été lancée. L'Urgence panafricaniste est présente déjà dans 12 pays en Afrique et dans 2 pays des Caraïbes. On pourrait dire qu'il y a des antennes qui sont au niveau du groupe d'études en Amérique latine, notamment en Colombie, dans le ghetto afro-colombien de Quibdó. Donc nous sommes évidemment complètement ouverts à l'ouverture d'une antenne à Haïti, qui est un territoire extrêmement important pour nous. C'est aussi une des raisons de notre venue. Nous pensons que nous devons être présents pour accompagner le processus révolutionnaire comme nous l'avons accompagné à différents endroits sur le continent africain. Je remercie le faire. Comment rester proche des Haïtiens conséquents pour qu'ils puissent avoir un Kémy Seba, un Ibrahim Traoré ou une Winnie Mandela? On ne parle pas assez, mais c'est un modèle pour nous tous. Que nous soyons hommes ou femmes, quand la femme se met debout, la responsabilité se prête plus que jamais. Je pense qu'il y a des millions d'Ibrahim Traoré et de Kémy Seba et de Winnie Mandela sur ce territoire. Il y en a parfois qui sont déjà présents en train de commencer à se manifester, mais qui sont maladivement diabolisés par l'Occident. Il y en a qui sont ignorés, laissés à l'abandon, voués aux gémonies. Mais je pense que nous devons nous regarder les uns les autres et réaliser que même dans cette salle, il y a des leaders potentiels en puissance qui doivent prendre leur responsabilité. S'il y a une chose que je peux vous rappeler, c'est de ne jamais attendre la reconnaissance de quelqu'un pour vous manifester et exister. Nous sommes aujourd'hui suivis par des millions de gens, mais vous pouvez imaginer à quel point j'ai été lynché, diabolisé, caricaturé, sali. Aujourd'hui encore, parfois certains parmi les nôtres qui sont malades, parce que le néocolonialisme est une maladie pour le néocolonisé, tout comme pour le néocolonisateur. Certains encore, quand ils le peuvent, tentent de nous attaquer. Donc c'est quelque chose qui est du domaine de la réalité. Ibrahim Traoré dont vous parlez, qui est là depuis 3 ans je crois, aujourd'hui a une grosse popularité chez bon nombre de notre peuple, et aussi lynché, diabolisé, caricaturé constamment chez d'autres. Vous devez avoir foi en vous-même, de ne pas attendre que le Messie vienne de l'extérieur, parce que le Messie c'est vous, collectivement. Très important qu'on puisse se rappeler de ces réalités. Autre question. Vraiment mystique, politique. Je pense que tout ce qu'on dit par essence est mystique. Nous sommes un peuple métaphysique. Nous sommes un peuple qui comprend complètement que le monde matériel n'existe que parce qu'il y a un enclenchement au niveau de l'immatériel. Le frère, l'aîné qui a posé la question, nous a dit qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des paroles. Je pense qu'il est important quand même qu'on précise
que nous avons dépensé des dizaines de milliers de dollars pour venir ici, en délégation. On a été invités verbalement, mais nous avons pris dans nos propres caisses, ayant parfois des interrogations au sein de nos familles, qui nous disent pourquoi tu ne gardes pas ce que nous avons pour la famille, et on a dit non. On prend de ce que nous avons, des tiroirs, des fonds des tiroirs de notre ONG, pour venir répondre à l'invitation de gens qui n'avaient peut-être pas les moyens de nous faire venir, mais qui avaient la volonté de nous accueillir lorsque nous serions présents. Nous sommes présents. Je pense que le plus grand acte, quand on dit qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour Haïti, l'urgence panafricaniste, dans notre organisation à toutes les nationalités, du continent et de la diaspora. Les Camerounais, les Sénégalais, les Cap-Verdiens, Cap-Verdiennes, les Béninois, Béninoises, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Congolais, des gens de toutes nationalités, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, des gens de la couleur de peau la plus noire à des noirs à la couleur de peau un peu plus claire, toutes les teintes, toutes les religions, mais une seule orientation, l'autodétermination de nos populations. Et nous tous, au sein de l'urgence panafricaniste, avons une seule obsession, la libération de notre peuple sur le terrain physique, psychologique, métaphysique. Parce que Haïti aujourd'hui est sous hypnose. Est placé sous hypnose parce que l'élite occidentale sait que si ce pays se révèle à lui-même et se rappelle qui il est, il deviendra un très gros problème vu son emplacement géostratégique pour l'élite occidentale. Pensez-y. Ok, je n'ai pas vu une jeune soeur qui voulait poser une question avec plaisir, bien sûr. Nous sommes sur la contre de grignoter et dialoguer ensemble. Les autres vont poser leurs questions après. Ok, les deux femmes et le jeune homme. Et je suis Ilva Joseph, je suis diplomate, je suis coordonnatrice d'une association dénommée Association d'intégration au sommet. Je partage votre opinion. Alors ma question c'est, quelle place devraient occuper les femmes dans la construction d'un panafricanisme fort, et est-ce que le panafricanisme est seulement politique ou aussi spirituel et culturel? Merci. Je suis Omnibus Rosinanta et étudiante en comptabilité. Puisque, monsieur le Premier, je m'adresse à vous personnellement, puisque votre conférence est basée sur le panafricanisme, et le panafricanisme, c'est la doctrine du mouvement et de solidarité des peuples africains, et Haïti, étant que peuple africain, et est-il envisageable qu'Haïti soit intégré à l'organisation africaine de jeunes? C'est ma question. Merci. Merci, ma soeur. Est-ce que je peux répondre à deux questions si j'ai oublié, et après on répond au frère? Exactement. Merci beaucoup. La place des femmes dans le panafricanisme, mais je vous dirais en guise d'exemple le piège que l'Occident veut tendre aux femmes, c'est de les incarcérer dans des questionnements spécifiques éloignés de la dimension horizontale de la lutte. Et l'ultime solution pour moi, pour répondre au rôle des femmes dans le panafricanisme, c'est se rappeler le rôle de Winnie Mandela, qui est devenu la leader de la résistance en étant en première ligne. Elle ne s'est pas demandé est-ce que c'est une femme, est-ce qu'elle a le droit de... Non. Elle a vu son peuple périr. Il y avait des discriminations qui touchaient les femmes parce que dans une société ségrégée, l'exclusion est encore plus, la discrimination est encore plus grande, sont encore plus grandes. Elle a pris ses responsabilités, elle a pris la tête de la lutte, à tel point qu'à un moment donné, les hommes, même les plus durs, ont fini par se soumettre à son leadership et à se rappeler que dans une situation de guerre, nous mettons en avant les plus courageux, hommes, femmes. C'est important que je réponde sur cet aspect. Et c'est la plus grande alternative, à mon sens,
à une sorte d'auto-exclusion parfois des femmes qui restent cantonnées ou qui pensent devoir rester cantonnées à des questions les concernant uniquement alors qu'elles sont la matrice de la société. Donc tout ce qui concerne la société les concerne dans la globalité. J'aurai l'occasion de revenir très prochainement sur ces questions. Je ne vais pas spoiler ma réflexion culturelle, c'est ça? Voilà. Tu n'as pas parlé spirituel? Oui, oui. Voilà, il a parlé spirituel. L'un des points fondamentaux de notre ONG, c'est de faire comprendre au monde noir global que le principe de ce que l'on appelle la tradition primordiale concerne tout le monde. Quelles que soient vos confessions, parce que la spiritualité est comme un arbre. Dieu est la racine ultime. Le tronc de l'arbre spirituel, ce sont les manifestations spirituelles du peuple originel. Et les branches de l'arbre sont les dernières étapes spirituelles arrivées, que sont les religions révélées. Certains pensent qu'il faut couper tous les arbres. Ce n'est pas ma démarche. Mais ma démarche est de pousser tout le monde à se rappeler de l'importance de la racine. Et quand on comprend que la spiritualité est telle un arbre, où les branches n'ont pas à s'opposer au tronc, mais font tous partie d'un ensemble, même ceux qui sont à l'extrémité de l'arbre, même ceux qui sont au niveau des feuilles, comprennent l'importance de la racine. Et c'est une réflexion, je pense, sur le terrain métaphysique que nous devons tôt ou tard avoir, et c'est l'une des bases de mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale. Et quelle est votre opinion par rapport à le christianisme? Je fais partie de ceux qui différencient le processus colonial par lequel le christianisme est arrivé et l'utilisation que certains noirs ont su faire dans un cadre de rébellion du christianisme. Je fais une dissociation entre l'outil colonial qu'a pu être malheureusement la Bible pour asservir notre peuple, juste pour que je le vois, d'accord, que la lecture de ces livres, si au préalable il n'y a pas une compréhension de la tradition primordiale, c'est-à-dire de la racine de notre peuple, si vous rentrez dans ces livres et dans ces spiritualités sans vous connaître vous-même, vous êtes comme une branche déconnectée de l'arbre ou au théâtre des autres. Mais vous devez comprendre que la racine, la compréhension de la tradition primordiale est la matrice qui permettra que vous puissiez vous tenir debout. Si vous décidez d'aller dans les religions révélées, c'est le droit de chacun. Mais la racine, la connaissance primordiale de qui nous sommes, le tronc, la spiritualité endogène africaine, si vous maîtrisez cela, votre présence dans les branches ne nuira à personne. Le 2 juin, c'est un lundi, à l'UEH, campus Limonade. Donc c'est juste un article de rappel, on vous attend. Demain c'est plus ou moins fermé à vrai dire parce que c'est pour la faculté, mais le 2 juin. Avant tout une intervention, et je dois avant tout féliciter votre détermination et votre conviction, parce que dans votre prise de parole, vous avez mentionné les détours que vous avez dû prendre pour venir à Haïti, malgré l'invitation initiale. Et aujourd'hui, on comprend que la démarche que vous menez doit commencer tout spécialement en Haïti par les universités, puisque vous avez priorisé les conférences à l'université. Il y a déjà des cellules de ce mouvement du panafricanisme en Haïti. Si oui, par quoi, qu'est-ce qui constitue la base du travail et de cette cellule qui existe déjà en Haïti? Panafricaniste est tout à l'état de groupe d'études pour l'instant. Nous sommes en train de réunir des militants que nous pensons que nous voulons être les plus aguerris possibles. C'est une formation idéologique. Avec le frère Eric Géouti, le frère Tarifa, qui sont des membres du staff de l'ONG Agence panafricaniste, pour nous mettre en contact avec nos éléments sur place et que nous voyons de quelle manière nous pouvons avancer ensemble sur la durée pour que Haïti puisse devenir, comme je l'ai dit et je le répète, une plaque tournante de ce panafricanisme. Si la casquette de sachant, je peux la poser aussi, mais je viens pour rappeler aux nôtres que révolution
vient du mot révolution, qui signifie justement cette logique de finir un cycle et de revenir au point initial. Ce qui se passe aujourd'hui à Haïti, c'est la prémisse, les prémices d'une civilisation et d'un monde nouveau qui est en train de se lever. Vous voyez le chaos, je vois le soleil qui s'apprête à émerger. Mais il faut que chaque composante d'Haïti comprenne qu'elle est un élément fondamental et un maillon essentiel pour que la machine haïtienne puisse s'imposer de nouveau dans la région et dans le monde. Je viens aussi pour rappeler que Haïti doit cesser de prendre pour amis ceux qui sont de manière ontologique ses politiques ennemis. Merci infiniment pour la question, mon très cher frère. Avec nous encore pour quelques minutes, juste pour rencontrer les gens, une petite question de suivi, comme ça. Merci. Vous pouvez diffuser les meilleurs moments de la conférence de presse sans problème. Hein. Maintenant que vous avez enregistré, vous pouvez diffuser tout dans son intégralité. J'ai l'impression que c'est un peu long. C'est bon pour le public, pour ceux qui vont regarder sur Internet, ça sera peut-être long. Mais en tout cas, libre à vous de diffuser ce que vous estimez être le meilleur. Merci infiniment. Sinon, tu me le flex. Voilà.